Mais du coup, on est d'accord que Saddam Hussein, c'est pas un islamiste. Non, c'est pas un islamiste. Et on est d'accord que lorsque Bush avait dit posséder des preuves que Saddam Hussein détenait des armes de destruction massive, c'était du bullshit. Bah, à supposer que arme de destruction massive veut dire arme nucléaire, ben c'est du bullshit. Si Saddam Hussein n'est pas islamiste et s'il ne possède pas d'armes nucléaires, alors pourquoi George Bush est parti faire la guerre en Irak contre Saddam Hussein? Disons que George Bush fait la guerre en Irak parce qu'il veut euh, remplacer la dictature irakienne par une démocratie, qui est pour lui le régime idéal, et laquelle, par son exemplarité, va susciter l'envie, l'admiration de tous les pays voisins qui vont ainsi l'imiter dans la région du Moyen-Orient. Ah ouais, mais c'est pas mal comme idée ça. Tu trouves? Moi je trouve plutôt que c'est du purin d'idéologue progressiste naïf. Ça va mettre le pays à feu et à sang jusqu'en 2017. Mais bon, euh, pour essayer de mieux comprendre, ce qu'il faudrait c'est déjà s'intéresser à l'histoire de l'Irak. Saddam Hussein, c'est un sujet très compliqué qui demande beaucoup de temps. Donc ce que j'ai fait c'est que je l'ai coupé en 4 parties. Donc ici, c'est le premier épisode où je vais me pencher sur Nouri Saïd, Qassem, Aref, c'est-à-dire les dictateurs qui ont précédé Saddam Hussein. Et si vous êtes intéressé par Saddam avant tout, faites-moi confiance. Ne sautez pas cet épisode 1. En réalité, en se penchant sur les anciens dictateurs, on en apprend énormément sur Saddam Hussein lui-même. Ouais, attends, je suis chaud, je vais chercher du popcorn. Au fond, le problème quand on fait passer Saddam Hussein pour le mal absolu, c'est qu'on donne une explication simpliste à la violence en Irak. Comment ça? Ben, on laisse entendre que des gens ont été massacrés parce que Saddam était fou et pris d'une pulsion meurtrière. Saddam étant un fou dangereux, mettre fin au régime de Saddam Hussein signifierait mettre fin au problème fondamental qui ravage la société irakienne. Et c'est ça le point de vue adopté par George Bush en 2003. Or, cette interprétation est manifestement fausse. Les causes de la violence irakienne ne sont pas un pétage de plomb du président. La violence couvait sous la cendre depuis des décennies. Un ensemble de paramètres historiques convergeait vers ces massacres. Mais pour comprendre, il faut commencer par le début. Ben vas-y alors, je t'écoute. Bon, déjà, l'Irak. Ce pays a été créé en 1920, lors de la conférence de San Remo. Ses limites ont été tracées arbitrairement par les Britanniques qui devaient se partager l'Empire ottoman. L'Irak a pour capitale Bagdad, qui a été le cœur du califat musulman abbasside pendant 5 siècles. Bagdad a été jadis une des villes les plus rayonnantes du monde. Cette ville donne au pays son sens historique. Mais le pays lui-même n'a pas beaucoup de sens. Ses limites sont arbitraires, tracées au couteau. Les Britanniques administrent l'Irak à partir de 1920 et en font une monarchie avec à sa tête un roi, le roi Faisal. Il s'est retrouvé à Bagdad par un concours de tractation anglaise. En fait, même lui, c'est une pièce rapportée, hein. Il n'était jamais venu en Irak avant d'en devenir le roi. La monarchie irakienne devient officiellement indépendante en 1932, mais en réalité, les Anglais ne s'en vont pas. Ils veulent contrôler l'Irak puisqu'ils y convoitent le pétrole, ressource abondante au sud du pays, autour de Bassora, et au nord, autour de Kirkouk. En réalité, les entreprises anglaises ont toujours le contrôle sur ces ressources et le pays tombe rapidement sous la coupe d'un Premier ministre qui fait des affaires avec les Britanniques et qui s'appelle Nouri Saïd. Nouri Saïd va s'imposer dans l'entourage royal progressivement, par intermittence, de 1930 à 1958. Alors, une minute. Nouri Saïd, c'est un dictateur. Alors, tous les hommes dont je vais parler maintenant se comportent peu ou prou comme des dictateurs. Ils imposent leur vision politique à l'ensemble du peuple irakien, sans lui demander son avis. Nouri Saïd, lui, pense que l'Irak, pour prospérer et garder sa stabilité, doit garder ses liens avec la puissance coloniale britannique. C'est son opinion. Mais c'est une opinion qui entre en conflit avec les idées politiques anti-britanniques qui se développent alors dans le pays, bien sûr. Donc il est impopulaire. Plus le temps passe et plus l'Irak entretient une rancœur contre les Britanniques, lesquels ponctionnent le précieux pétrole, et c'est vrai, ça rend Nouri Saïd très impopulaire. En face de Nouri Saïd, durant le XXe siècle, plusieurs personnages vont incarner successivement en Irak ce nationalisme ou cet anti-impérialisme. Ces 6 chefs nationalistes sont, par ordre chronologique, le roi Ghazi, Rachid Ali,
Abdel Karim Qassem, Abdel Salam Aref, Ahmed Hassan al-Bakr, et pour finir, Saddam Hussein. Oh là là, ça fait du monde. Je connais que le dernier. Pourtant, ils sont tous des personnages incontournables de l'histoire de l'Irak au XXe siècle. Première remarque, Saddam Hussein arrive au terme, à la maturité d'un courant nationaliste qui a connu beaucoup de héros avant lui, et on va voir qu'il est un peu l'héritier de chacun d'eux. C'est une sorte de mélange des 5 précédents. Alors, on va commencer par le premier, acte 1. Le premier leader nationaliste, c'est le roi Ghazi, le fils de Faisal. Ce roi a appuyé un coup d'État militaire en 1936 car il détestait les Britanniques et voulait s'extraire de leur influence. Mais il n'a pas réussi malgré sa grande popularité. Le roi meurt dans un accident de voiture 3 ans plus tard. Un accident de voiture? Oui, en fait, il a été assassiné par Nouri Saïd. Comme l'héritier est trop jeune, il y a une régence exercée par Abdulillah, qui est un cousin. Le régent Abdulillah laisse Nouri Saïd gouverner tranquillement. Maintenant, l'acte 2, celui de Rachid Ali. Au beau milieu de la Seconde Guerre mondiale, en 1941, un nouveau chef nationaliste, Rachid Ali, décide de renverser le gouvernement par un nouveau coup d'État et de faire alliance avec le pire ennemi des Anglais. Donc une alliance avec les nazis. Oui, Rachid Ali se dit qu'une alliance avec les nazis créerait un nouveau front en Irak et mettrait les Anglais en fâcheuse posture. Rappelle-toi, dans le contexte de la lutte contre Israël, le monde arabe est en contact avec Hitler. Ouais, ouais, le grand moufti de Jérusalem, tout ça, on en avait parlé. Le grand moufti, c'est le pivot principal de ce réseau pro-nazi dont Rachid Ali fait partie. À la tête de 4 généraux qu'on appelle le Carré d'Or, Rachid Ali réalise un coup d'État. Mais son régime ne tient pas longtemps et les Anglais reprennent Bagdad 2 mois plus tard. Churchill lui-même va dire: tout est rentré dans l'ordre, mais l'alerte a été chaude. Les Anglais font bien sûr exécuter tous les généraux du Carré d'Or. Quant à Rachid Ali, il prend la fuite en laissant derrière lui un climat d'anarchie. Entre le moment de sa fuite et l'entrée des Britanniques dans Bagdad, il s'écoule un laps de temps de quelques heures, pendant lesquelles des émeutes sanglantes vont se déclencher contre les Juifs. C'est ce qu'on appelle le Faroud. En effet, cette espèce de fascination pour l'Allemagne nazie en Irak s'accompagne de pogroms. Fin de l'acte 2. Mais jusqu'ici, on est d'accord que Nouri Saïd arrive toujours à garder le pouvoir. Oui, il a le soutien du régent et ces deux-là deviennent de plus en plus impopulaires chaque jour qui passe. Les Anglais se comportent en vrais colonisateurs, ils conservent des bases militaires dans le pays et en plus, comble de l'humiliation, le régime a la bonne idée de se faire aplatir par Israël en 1948. Et Dieu sait que les Irakiens détestent Israël. Ouais, ouais, je vois bien le genre, ils se disent c'est des voleurs et en plus, c'est des gros nuls. Acte 3. En 1958, le colonel Abdel Karim Qassem balaye la monarchie, et cette fois, c'est pour de bon. Avec d'autres militaires, il avait fondé le mouvement des officiers libres. Il liquide la régence, il met en place un régime socialiste, laïque et panarabiste. Une grande réforme agraire est commencée afin de redistribuer la terre en faveur des plus pauvres. C'est ce qu'on appelle la révolution irakienne de 1958. Officiers libres, renversement de la monarchie, socialisme, révolution, réforme agraire. Ça me dit quelque chose, on n'aurait pas déjà vu ça? Dans l'épisode sur Nasser, non? Nasser aussi avait fondé un mouvement des officiers libres. Lui aussi avait renversé la monarchie pendant une soi-disant révolution égyptienne, en faisant un coup d'État. Il avait alors institué une république socialiste, laïque et panarabiste. Il avait aussi lancé des réformes agraires, enfin tout pareil quoi. Bien vu. Qassem, en 1958, semble imiter en tout point ce qu'avait fait Nasser en Égypte, en 1952. Mais en plus violent, parce que Qassem tue le régent, laisse en pâture son corps défiguré à la foule, liquide Nouri Saïd qui avait tenté de s'enfuir déguisé en femme, et il massacre tout le palais, y compris le jeune roi. Le jeune roi. Le fils de Ghazi, comme Ghazi était populaire chez les nationalistes, Qassem se dit que son peuple risque de s'attendrir sur le sort de ce jeune garçon, et ainsi vouloir le remettre sur le trône. Or, Qassem veut empêcher la monarchie. Donc, dans le doute, il préfère expédier Sa Majesté dans l'autre monde. Waouh, c'est violent. Donc, tu m'avais dit, le nouveau régime repose sur 3 piliers socialisme, laïcité, panarabisme. Donc, panarabisme, attends, c'est cette idéologie qui promeut une unité politique propre au monde arabe. Une sorte de projet d'unification dans l'avenir de tous les pays arabes. Exactement, c'est le mot-clé de notre histoire, panarabisme. L'unité politique du monde arabe. Il faut bien comprendre qu'à cette époque, Nasser exerce une grande influence et que tous les Arabes, où qu'ils soient, sont sensibles à son charisme. Mais attends une minute. Qassem, t'as dit qu'il était panarabiste.
En 1958, c'est justement la date où Nasser fabrique la République arabe unie, cette union politique entre l'Égypte et la Syrie. C'est exact. Et donc, je sais pas, mais si Qassem est panarabiste, il pourrait lui aussi s'unir avec l'Égypte et la Syrie. On aurait maintenant trois pays ensemble. Très astucieux. Eh bien, c'est toute la question. Est-ce que Qassem est panarabiste au point d'accepter de fusionner là maintenant tout de suite avec l'Égypte et la Syrie? Non, mais je dis ça moi, mais peut-être qu'il a la flemme, hein. Oui, ben là c'est plus que de la flemme. Il vient à peine de prendre le pouvoir qu'il devrait déjà le rendre à des Égyptiens dont somme toute il ne connaît rien. Il s'est donné du mal pour voir triompher ses idées, il s'est sali les mains en massacrant le palais, et il doit ensuite offrir l'Irak sur un plateau à quelqu'un d'autre. Et puis, petite devinette, c'est quand la dernière fois que le monde arabe a été véritablement uni sous un dirigeant arabe? Les Abbassides? Oui, on doit remonter au 9e siècle pour trouver un califat vraiment uni, ayant autorité sur tous les Arabes, ou presque. Et la capitale des Abbassides, eh bien c'était Bagdad. Ah, donc les Irakiens veulent que cette unité des Arabes se fasse avec Bagdad pour capitale, comme dans le bon vieux temps. Et Qassem se voit très bien poser les jalons d'une renaissance arabe. Il a déjà des projets plein la tête, conquérir le Koweït par exemple, pour devenir une puissance maritime du Golfe, rivaliser avec l'Égypte, absorber la Syrie, etc. À ce train-là, il n'y aura jamais d'union arabe. Évidemment. Et on tient ici la première fracture entre Qassem et sa base nationaliste. Les nationalistes auraient voulu que Qassem entre en symbiose avec la République arabe unie, mais il ne le fait pas, et donc les nationalistes se méfient de lui. Et Qassem, qui commence à paniquer, compense ses défections en s'appuyant sur une autre force politique. Je te laisse deviner laquelle. Euh, les communistes? Oui, nationalistes et communistes forment alors les deux grandes forces politiques montantes en Orient. Qassem décide de s'appuyer sur le parti communiste pour établir son contrôle sur le pays, commettant ici sa deuxième erreur fatale. Bah, les communistes sont pilotés par Moscou, ça va pas faire plaisir aux nationalistes, hein. Tous ces problèmes conduisent à ce qu'en 1959, un groupe de nationalistes appartenant à un certain parti Baas tente de l'assassiner. Et parmi ces hommes se trouve Saddam Hussein. Déjà, il a 21 ans, il n'a pas fini ses études, mais il piaffe d'impatience et il mène déjà une existence de truand. Ce coup d'État a été orchestré par le parti Baas. Qassem a frôlé la faucheuse de suffisamment près pour purger tous les membres du Baas qui se trouvent dans son entourage. Saddam est obligé de s'enfuir. Mais attends une minute, le Baas, c'est quoi en fait? Alors, le Baas, c'est un parti politique, fondé en 1947 par un certain Michel Aflaq. Ce Michel Aflaq, Saddam va le rencontrer pendant sa fuite. Aflaq va devenir une sorte de mentor pour lui et va véritablement le prendre sous son aile. Ce parti, il existe en Syrie et en Irak. Il possède des militants aussi bien dans l'armée que dans la société civile. En Irak, son chef s'appelle Al-Bakr, qui se trouve être une sorte de cousin de Saddam Hussein. Oui, mais c'est quoi leur idéologie aux baasistes? Bah, c'est la même que Nasser, les trois mêmes piliers. D'accord, donc socialisme, laïcité, panarabisme. En fait, ce sont des partisans de Nasser, si j'ai bien compris. Disons que leur idéologie est la même que celle qui anime Nasser. Mais il s'agit quand même d'une force politique indépendante, qui à l'occasion va pouvoir se méfier de la volonté annexionniste de Nasser. Bref, passons. En 1963, le Baas prend le pouvoir. Mais attends, il prend le pouvoir où? En Irak ou en Syrie? Parce que t'as dit que le Baas existait dans ces deux pays. Bah, les deux. Le Baas syrien s'empare du pouvoir en Syrie et le Baas irakien en Irak. Retiens ça, il n'y a pas un, mais deux Baas. Précision capitale. D'accord, donc disais-je, en février 1963, le Baas prend le pouvoir et il tue Qassem d'une balle dans la tête. Son cadavre étant montré publiquement à la télévision, il place à la présidence un maréchal appelé Abdel Salam Aref. Comme Qassem avait jadis traqué et tué les baasistes, et bien désormais, c'est l'inverse. En 1963, Aref traque et tue les communistes. Oui, mais voilà, au bout de 9 mois, le parti Baas connaît des déchirements intérieurs très graves. Et pendant les congrès du parti, personne n'est d'accord sur rien. Doit-on s'unir avec les Syriens? Doit-on s'unir avec Nasser? Doit-on briser l'alliance avec Moscou? Doit-on envahir le Koweït? Doit-on procéder à des nationalisations socialistes, à des réformes agraires? Les baasistes ne sont d'accord sur rien et ils règlent leur compte en se figeant réciproquement des balles dans la tête. Avec une machine comme celle-là, gouverner devient très délicat et le maréchal Aref décide de couper violemment les ponts avec le parti et de jouer solo. Aref fait enfermer des baasistes, à commencer par le jeune mais de plus en plus bruyant Saddam Hussein, et il essaye de réorganiser le pays quand il meurt subitement dans un accident d'hélicoptère. Un accident d'hélicoptère? Peut-être. Ce qui est sûr, c'est qu'en apprenant la nouvelle de sa mort,
Saddam Hussein est tellement ravi qu'il s'évade. Il commence immédiatement à organiser un nouveau coup d'État. Et celui-ci a lieu en 1968. Donc le Baas reprend le pouvoir, c'est la deuxième fois, et cette fois-ci, je pense que c'est pour de bon. Oui, le Baas choisit comme président son chef, al-Bakr. Al-Bakr, c'est le chef du parti Baas, et c'est l'homme à qui Saddam doit son ascension politique. C'est aussi son cousin, et donc il en fait son adjoint. Saddam devient le numéro 2 du régime. Et la dictature de Saddam, elle a commencé. Eh bien, al-Bakr, très rapidement, se conforme à toutes les opinions de son petit protégé et applique ses décisions pratiquement à la lettre. La dictature de Saddam Hussein commence en 1968. Wow, c'est compliqué. Je te propose qu'on fasse des remarques qui permettront de mettre un peu d'ordre dans tout ça. Saddam, il arrive au terme d'une série de dictateurs. Les enchaînements se font selon des coups d'État et des purges toujours plus violentes. Récapitulons un peu. Les généraux du Carré d'Or ont été fusillés pour permettre le retour de Nouri Saïd et du régent. Le colonel Qassem fait ensuite massacrer Nouri Saïd et le régent, par le massacre du palais. Le maréchal Aref a fichu une balle dans la tête à Qassem, et Aref lui-même est mort dans un accident d'hélico plutôt louche. En fait, mis à part Aref où on n'est pas trop sûr, globalement, à chaque fois, le suivant tue le précédent. Oui, et c'est plus que ça encore. Chacun de ces dictateurs s'est appuyé sur une force politique afin de traquer et de tuer ses ennemis. Et à chaque fois, la violence augmente en intensité. Nouri Saïd s'est appuyé tout bêtement sur l'armée britannique, qui a conservé des bases dans le pays, je l'avais dit. On est au niveau 1 de la violence, si vous voulez. Qassem, lui, fait monter la violence d'un cran. Il fait massacrer le palais, lyncher le corps du régent, et il utilise une force, le Parti communiste, pour faire la chasse à ses ennemis, les baasistes. Pour tout te dire, Qassem, il organise des tribunaux où il se met en scène devant une assistance réclamant la tête des coupables. Il fait fusiller publiquement des chefs baasistes. Son successeur, Aref, il fait encore grimper la violence d'un cran. Il s'entoure d'une garde républicaine qui se montre encore plus cruelle. Il se lance dans une élimination méthodique du pouvoir communiste. Des milliers de personnes sont interrogées et torturées. Puis il se retourne aussi contre les baasistes, qu'il envoie par centaines en prison. Les coups d'État s'enchaînent et le seul moyen de se maintenir au pouvoir, c'est de se montrer encore plus tyrannique que le dictateur précédent. C'est une sorte de cycle où la violence ne peut qu'augmenter. Oui, et elle augmente jusqu'à ce qu'un dictateur ait été tellement tranchant, tellement prêt à sacrifier n'importe qui, qu'il fait taire définitivement son opposition et qu'ainsi le pays puisse revenir au calme. Il y a trop de forces politiques contraires dans le pays. Les communistes et les différents clans de nationalistes, pro-Nasser, pro-Baas, pro-Syrien, pro-invasion du Koweït, trop de forces contraires dans un même endroit, c'est un climat qui conduit à la dictature. Et ce dictateur, ce boss final si tu préfères, les Irakiens ont vraiment pensé que ce serait Saddam Hussein. Il est plus méchant, plus cruel, plus impitoyable. Et donc peut-être, il est en bout de course, celui qui va clore la succession de coups d'État et faire revenir le pays à l'équilibre. Mais dis-moi, tu serais pas en train de me dire tout ça pour me vendre un génocide des Kurdes à la fin de l'histoire? Parce que si c'est ça, c'est un peu pervers ton raisonnement. Ah bah non, ne confondons pas tout. Les Kurdes, c'est autre chose, ça n'a rien à voir. L'escalade de violence que je décris ici concerne seulement la violence politique exercée sur des militants politiques, qu'ils soient communistes, nationalistes ou autres. Gazer des femmes et des enfants, c'est pas de la violence politique, là, c'est autre chose. Mais tu sais que déjà, rien que les opposants politiques, je suis sûr que ça fait déjà des milliers de personnes que Saddam a torturées, voire tuées. J'ai lu quelque part que Saddam, c'est un mec complètement parano. Et Saddam a montré des signes paranoïaques pour des raisons évidentes. Ghazi, le Carré d'Or, Nouri Saïd, le régent, Qassem, Aref, tous sont morts de mort violente. Et donc il se dit qu'il sera sûrement le prochain. Ça le rend un peu parano, certainement. La violence politique de Saddam se veut un moyen de neutraliser complètement tout opposant à son régime, afin de pouvoir revenir au calme. Donc, pour arriver à ce résultat, il se munit d'un organe de répression. Le parti Baas? Non, le Baas, c'est plutôt un instrument idéologique. Il va en faire le parti unique du régime, mais ce n'est pas vraiment un appareil de répression. Saddam, il a besoin d'un appareil de sécurité intérieure, comme on dit, une sorte de police secrète, appelée Mukhabarat et qui est dirigée par son frère, Barazan. Cette agence pratique le renseignement, la torture, l'assassinat, et lui est d'une loyauté totale. Elle est secondée par une police officielle, l'AMN, et un service de renseignement extérieur, l'Estir Barat,
qui pratique aussi des assassinats dans le cas où il faudrait se salir les mains dans un pays étranger. Voilà, maintenant tu connais les instruments principaux de la dictature civile de Saddam Hussein. Deuxième remarque, avant de commencer, on peut remarquer que Saddam Hussein, c'est un peu une sorte de grand mélange de tous les personnages dont nous avons parlé jusqu'ici. Il va s'inspirer de ce qu'ils ont fait. Il va s'inspirer d'eux, oui. Déjà, à Rachid Ali, il va emprunter cette sorte de fascination pour l'Allemagne. En fait, t'essaies de me dire que Saddam, c'est un gros nazi? Non, non, j'ai pas dit pour le nazisme, mais pour l'Allemagne. Tous les Allemands ne sont pas nazis, monsieur. Oui, je, je connais cette théorie, oui. Il voudrait que l'Irak soit pour le monde arabe ce que, au XIXe siècle, la Prusse fut pour l'Allemagne. Et oui, l'Allemagne fut un pays récent dont l'unification avait été initiée par la Prusse et par sa fantastique discipline militaire. Et la Prusse se situe géographiquement en périphérie de l'Allemagne. Ben, l'Irak, c'est pareil, il est en périphérie du monde arabe, mais c'est lui qui va l'unifier. Donc il a cet héritage de Rachid Ali. À Qassem, il va emprunter son goût pour la mise en scène, pour les exécutions symboliques. Il va aussi lui emprunter l'idée de l'invasion du Koweït. Et surtout, il va l'imiter dans son socialisme, car Saddam, comme Qassem, est un socialiste. À Aref, il emprunte ses méthodes brutales d'éradication des opposants politiques et de remplissage des prisons. Et enfin, d'Al-Bakr, il hérite de la direction d'un parti idéologiquement structuré, le parti Baas. Tu vois que Saddam, il est un peu au croisement de multiples héritages. En tout cas, si tu as bien compris cet épisode 1, tu vas pouvoir bien comprendre la suite. 35 ans de dictature de Saddam Hussein, c'est parti.